Bonjour, le vice-président Mike Pence s'est rendu en personne à la conférence du Grand Tournant des États-Unis pour s'entretenir avec les jeunes militants, pour les remercier et pour leur lancer un défi. Le vice-président s'est rendu à West Palm Beach en Floride où il est ensuite monté sur scène pour prendre la parole à la conférence des jeunes étudiants. Au cours de son discours, il a déclaré qu'il continuait la bataille des élections et que pour le second tour, Kelly Loeffler et David Perdue feront en sorte d'être réélus afin de conserver la majorité républicaine au Sénat. Notre bataille électorale se poursuit. Je vous fais la promesse de continuer à nous battre jusqu'à ce que chaque vote légal soit compté. Nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que chaque vote illégal soit rejeté. Le vice-président a rappelé plusieurs réalisations de l'administration Trump, dont la relance de l'économie et plus récemment la distribution d'un vaccin en un temps record. Pence a également déclaré que l'administration s'était rendue au tribunal fédéral pour défendre la liberté d'expression sur les campus. Il a exhorté les jeunes à poursuivre leur travail. Continuez à vous battre pour l'intégrité des élections. Continuez à vous battre pour défendre tout ce que nous avons fait. Et continuez à vous battre dans le cadre de ce forum d'action des étudiants, et chaque jour pour que l'Amérique soit toujours aussi forte. La conférence du Grand Tournant des États-Unis a été organisée par le militant conservateur Charlie Kirk et a réuni environ 4000 étudiants âgés de 15 à 25 ans. L'événement avait pour but de dispenser une formation en matière de militantisme associatif, de management et de travail en réseau. Charlie Kirk nous a donné son point de vue sur les résultats potentiels des élections. Charlie Kirk, fondateur d'un groupe d'étudiants conservateurs, affirme qu'il ne laissera pas tomber Trump. Je pense qu'il y a encore des mesures qui peuvent être prises pour que le président puisse exercer un autre mandat. Cette probabilité n'est pas forte, à l'heure actuelle, en raison de l'absence d'un parti républicain fort dans le pays. Kirk dirige le Grand Tournant des États-Unis, l'un des plus grands groupes de jeunes conservateurs. Il reste optimiste malgré la situation politique. Quoi qu'il arrive, je vais continuer à me battre, et je dois rester positif. Selon lui, le Parti républicain est en train de changer pour le mieux. La question, c'est de savoir si le Parti républicain veut rester le parti de la Chambre du commerce, le parti de l'ouverture des frontières, le parti pro-Chine, le parti de la soumission aux intérêts des entreprises. Ou alors, se demande-t-il, le Parti républicain décidera-t-il d'être le parti de MAGA, c'est-à-dire de la Grande Amérique? Une philosophie de l'Amérique d'abord. Une philosophie qui place nos citoyens avant ces gens qui sont à l'autre bout du monde. Et peu importe le nombre de sénateurs qui pensent contrôler la situation, en fait, ils ne la contrôlent pas. Ils ont des comptes à rendre. Pour lui, la bataille pour le Parti républicain est en cours. Beaucoup de gens veulent effacer tout souvenir de Donald Trump, mais cela n'arrivera jamais. En fait, je pense que nous devrions faire le contraire et nous demander comment un type sans expérience politique a pu obtenir 74 millions de voix. Et vous, les perdants, vous n'avez jamais été capable de construire des alliances comme ça? Pourquoi avez-vous obtenu de si bons résultats avec les hispaniques dans la vallée du Rio Grande? Pourquoi les gens attendent des heures pour aller au rassemblement pro-Trump? Eh bien, peut-être parce qu'il a réalisé des choses. Et il a dit qu'il avait fait ce qu'il avait promis de faire. Par ailleurs, Kirk espère que le département de la justice s'occupera sérieusement de l'infiltration du régime chinois aux États-Unis. S'ils se mettaient soudainement à lancer des mises en accusation et à montrer à quel point nous sommes sérieux en matière d'infiltration étrangère, beaucoup de ces choses vont s'arrêter parce que le Parti communiste chinois, c'est une bande de lâches, et ils sont mauvais, et nous ne devrions pas avoir peur de les appeler comme ça. Il appelle à une rupture des échanges avec la Chine. Ils ont lancé un Pearl Harbor pandémique contre nous. Ils envoient des espionnes pour coucher avec nos députés. Rien n'a prouvé le contraire, donc je vais dire que c'est certainement ce qui s'est passé. Il y a aussi ce qu'ils ont fait en mer de Chine méridionale, la route de la soie, le cyberpiratage. Ils ont aussi mis 1 million de musulmans dans des camps de concentration. Selon lui, la liste est longue. Je dirais qu'ils sont des ennemis, pas des adversaires. Ils n'agissent pas avec gentillesse. Ils sont des ennemis. Il ajoute que la Chine est plus puissante que l'Union soviétique ne l'a jamais été et qu'il est temps que les gens commencent à considérer cela sérieusement. Malgré des centaines de déclarations sous serment et un certain nombre d'enregistrements vidéo étayant la thèse de la fraude électorale, très peu de tribunaux ont accepté d'entendre les preuves. Un avocat de New York affirme qu'il faut au moins que les preuves soient appréciées, sinon la nation en subira les conséquences. L'avocat a déclaré que le problème actuellement est que les plaintes pour fraude électorale présumée n'ont pas été étudiées de façon appropriée. Stephen Meister est un éditorialiste et un avocat expérimenté.
Je pense qu'il est tout à fait exact de dire qu'il n'y a pas eu d'audition digne de ce nom. Il y a eu des objections systématiques, comme par exemple, ce qui s'est passé avec la Cour suprême et l'affaire du Texas. 18 ou 19 États étaient concernés, c'est-à-dire, probablement 90 ou 100 millions de personnes étaient derrière cette affaire, et la Cour suprême ne voulait même pas les écouter. Il n'y a donc pas eu d'appréciation des preuves irréfutables et très substantielles de fraude. Mis à part la Cour suprême, de nombreux juges d'État et juges fédéraux ont aussi refusé d'entendre les preuves. Je pense qu'il y a certains tribunaux qui sont malheureusement des annexes partisanes du Parti démocrate. Et je n'aime pas dire ça, mais la décision à 4 voix contre 3 de la Cour suprême de Pennsylvanie a essentiellement abrogé une loi, dûment promulguée par le législateur de Pennsylvanie. L'arrêt rendu par la Cour suprême de l'État juste avant l'élection permet aux électeurs de voter par correspondance sans justification. Un procès intenté contre cette loi dit qu'il s'agit d'une violation de la Constitution de l'État qui limite le vote par correspondance. Je pense que beaucoup des autres juges ne sont pas nécessairement partiaux, mais ils sont effrayés à cause de la séparation des pouvoirs. Comme je le disais plus tôt, quel est l'organe d'arbitrage? Il doit relever de la politique ou de la justice? Et ils ont simplement été, je dirais, nerveux ou réticents à l'idée de voir un tribunal se prononcer sur une élection populaire. La semaine dernière, les grands électeurs présidentiels du collège électoral ont voté. Des électeurs alternatifs républicains ont voté pour le président Trump dans 7 États. Les électeurs démocrates certifiés de ces mêmes États ont voté pour Biden. La Chambre et le Sénat doivent valider ou invalider les votes des électeurs le 6 janvier prochain. Un très petit nombre de législateurs du Parti républicain ont déclaré qu'ils s'opposeraient au vote. Et donc la question est de savoir de quelles preuves le Congrès disposera pour mener les débats, et je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Je pense que jusqu'à présent, l'Amérique est la plus grande démocratie du monde. Nous avons vivement dénoncé les régimes communistes qui ont truqué leurs élections. Et l'importance de ce problème va bien au-delà du président Trump et de l'ancien vice-président Joe Biden. Il est absolument essentiel pour les États-Unis, pour notre République, que le peuple américain et le monde en général aient confiance dans l'intégrité de nos élections. Donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un, quelle que soit son appartenance politique, s'opposerait à un examen de ces machines et des bulletins de vote, à la vérification des signatures et à tout le reste. Si tout a été fait correctement, pourquoi ne pas faire toute la lumière dessus en acceptant de les regarder? Un sénateur de l'État de Géorgie a publié le résumé d'un rapport sur la fraude électorale. Pour la deuxième fois, il appelle les législateurs à désigner les électeurs comme il se doit. Dans une interview avec l'animateur de NTD Business, le sénateur d'État Lee Gunn a déclaré « L'heure est grave ». Le rapport n'a pas été formellement approuvé, ce n'est qu'un résumé des auditions du Sénat affirmant que les travailleurs électoraux ont procédé à des manœuvres illégales coordonnées pour falsifier le décompte. Il se concentre sur l'incident de la State Farm Arena où les bulletins ont été comptés pendant plus d'1 heure après que les médias et les observateurs aient reçu l'ordre de partir. Le bureau du secrétaire d'État a démenti cette allégation. Gabriel Sterling, qui y travaille, a déclaré que la vidéo en question ne présentait aucun caractère suspect, que quelqu'un avait rangé les bulletins de vote à cet endroit, mais il n'a pas dit pourquoi le comptage avait continué sans observateurs. Il simplifie au minimum en disant qu'il n'y avait pas de règles à ce sujet. Mais je trouve cette affirmation fallacieuse parce que la loi, la presse et les partis ont le droit de dépêcher des observateurs sur place. Ils sont les yeux du public. Dans le rapport, les témoignages clés révèlent une sécurité défaillante. Un observateur de scrutin a dit qu'on lui a demandé de ne pas être proche au point de pouvoir voir les numéros des bulletins. Une autre a dit que n'importe qui avait accès à l'impression des bulletins de vote et une autre encore dit avoir vu des bulletins de vote par correspondance non pliés qui semblaient être des photocopies. Ces deux dernières ont été mises à pied après leur témoignage. Quand on le lit dans son ensemble, on a l'impression que c'est un concentré de petits efforts pour perturber l'élection et provoquer des irrégularités et des fraudes. Je ne sais pas comment on peut le lire autrement.
Il dit qu'il s'attend à ce que des mesures législatives soient votées en janvier prochain lorsque le Sénat se réunira à nouveau. Bien que la majorité des 2/3 n'ait pas été atteinte la première fois qu'il a entrepris des efforts pour convoquer une session spéciale, Ligon dit qu'il a constaté une plus grande implication de la part de la population pour assurer l'intégrité des élections. Un groupe de 44 citoyens a envoyé une pétition au grand jury. Annette Jackson, l'une des témoins mentionnés dans la pétition, a déclaré à NTD qu'il demandait au grand jury d'intervenir et de supprimer toute possibilité de votes irréguliers. Lors d'une audition sur la fraude électorale, l'Organisation pour des élections sûres, traçables et vérifiables a invité le programmeur informatique Benny Smith pour montrer comment les opérateurs de système peuvent distribuer les votes avec ce qu'on appelle la magie des fractions. Benny Smith a découvert la méthode magique des fractions de manipulation des votes en 2014. Cette méthode permet de pondérer les votes sous forme de fractions au lieu de nombres entiers. Benny Smith est commissaire électoral dans le comté de Shelby, dans le Tennessee. La façon dont cela fonctionne, c'est que les totaux bruts des votes arrivent au niveau de la circonscription. Et ces totaux sont ensuite transmis par modem sans fil, par ligne fixe, par Internet, par câble de réseau ou par USB, par un support amovible, et sont envoyés à une totalisatrice centrale. Dans cet exemple, James est la totalisatrice centrale. Et je vais exécuter un code caché, et qui lancera l'exécution de la magie des fractions, et cette information totalisée de façon centralisée est ensuite envoyée au Conseil électoral de l'État. Et il est ensuite délivré aux médias. Donc, en gros, ces totaux de vote sont modifiés au niveau de la totalisatrice centrale en utilisant de puissantes méthodes de conversion. Et les totaux alloués peuvent parfois être désynchronisés, lorsque le laps de temps où le changement s'effectue dépasse le moment d'apparition à l'écran. Ainsi, lorsque les totaux alloués ne sont pas synchronisés, les gens voient une baisse des voix en temps réel. Le programmeur a démontré comment un opérateur du système peut potentiellement manipuler les votes en utilisant cette méthode. Elle permet de déplacer des fractions de vote d'une circonscription à l'autre. C'est à l'intérieur de ce cadre que la magie des fractions lit la base de données et étudie les options. Et en gros, elle fait apparaître ses règles d'attribution. Et maintenant, Bill est le gagnant, mais nous allons désigner un nouveau gagnant en jouant avec quelques chiffres. Je vais choisir un nombre aléatoire entre 40 et 45. Voilà un nombre aléatoire entre 40 et 45. Comme vous pouvez le voir, ça choisit carrément des nombres aléatoires. Et ça rend les choses plus réalistes. Et vous passez du temps à planifier par ici pour vous assurer qu'il imite les élections précédentes. C'est là que les bases de données électorales deviennent si importantes, c'est-à-dire des registres des électeurs. C'est pour ça qu'on entend parler des violations de ces listes d'électeurs, parce que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Vous ne pouvez pas toucher à certains quartiers. Après avoir fixé le pourcentage de voix qu'un candidat obtient dans les différents bureaux de vote, Smith exécute un code par la magie des fractions et en 5 secondes seulement, nous voyons un nouveau résultat. Ici, notre gagnant est Basil. Et Basil a 33 371 $ et 34 centimes. C'est le chiffre que je veux faire apparaître, car nous ne parlons plus de vote. Nous parlons de centimes et de dollars. C'est l'infrastructure et le cadre qui rendent la méthode si dommageable et mortelle. Parce qu'avec cette précision, cela me permet de mener des modèles de conversion puissants qui changent les votes d'une manière si précise que je finis par obtenir le bon nombre de votes et que tout le monde finit par obtenir ce que je veux qu'ils obtiennent. Les fractions sont cachées à la vue du public, ce qui signifie que les modèles de conversion peuvent modifier les fractions de vote sans qu'on s'en rende compte. Ce qui se passe, c'est que vous voyez les votes en temps réel et que vous ne pouvez plus dire que c'est de l'argent. Car le réglage par défaut est d'arrondir les chiffres, et il les a arrondis par défaut. J'ai commandé à la machine de vous dire que je menais une élection pondérée, et elle vous a montré que je menais une élection pondérée. Smith a ajouté que la précision de cette méthode est telle que même les audits et les responsables électoraux ne peuvent pas détecter la manipulation.
Le président Trump a rencontré plusieurs membres du Congrès lundi 21 décembre. Le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, a laissé entendre qu'ils ont élaboré un plan pour contrecarrer la fraude. Le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, a déclaré que le président Trump avait rencontré des membres du Congrès dans le but de riposter à la fraude électorale. Il a tweeté, je cite, « Plusieurs membres du Congrès viennent de terminer une réunion dans le bureau ovale avec le président Trump et se préparent à se battre contre la fraude électorale dont les preuves sont de plus en plus évidentes. » Les représentants Paul Gosar et Jody Hice disent avoir fait partie du groupe qui a rencontré le président. Meadows n'a pas donné de détails sur la stratégie. Cela est en cohérence avec les indications données dernièrement par le député Mo Brooks et d'autres membres de la Chambre sur la contestation des votes du collège électoral de certains États le 6 janvier. Brooks a déclaré à nos confrères de The Epoch Times que les citoyens américains doivent pousser leurs sénateurs et membres du Congrès à soutenir cet effort. Il a dit que le fait de les interpeller et de revendiquer ce droit aura un impact certain. Il a ajouté que les enjeux ne pouvaient pas être plus importants en rappelant, je cite, « Si vous ne disposez pas d'un système électoral honnête et précis, vous n'avez plus de République. » Lundi, le président Trump a passé un appel téléphonique à une conférence de jeunes conservateurs en Floride et a mentionné le soutien des membres du Congrès. Il a également appelé le ministère de la Justice à agir. Le problème est que nous avons besoin d'un parti qui soit prêt à se battre. Et nous avons quelques grands membres hommes et femmes du Congrès qui le font déjà. Et nous en avons d'autres, quelques grands combattants. Nous avons largement gagné ces élections et ils le savent. Nous avons donc besoin du soutien du ministère de la Justice et d'autres. Ils doivent enfin s'engager. Le président a déclaré qu'il mène ce combat pour le pays. Et le membre du Congrès Jody Hice dit qu'il s'opposera aux votes électoraux de la Géorgie le 6 janvier. Il est le 8e à s'engager dans ce sens. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.